Bonjour à tous et bienvenue dans Rev'd Up, premier épisode de votre podcast moto où on parle moto. Je m'appelle Alexis, je suis accompagné par Ludo. Salut Ludo. Salut Alexis. Comment ça va? Bon écoute, très bien, je suis ravi d'être là et pour ce premier épisode de cette grande aventure qui démarre. Et ouais, un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, ouais. Et ça y est, on se lance. Ludo, toi t'as fait une petite acquisition d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ouais, effectivement, je me suis fait plaisir. Petite moto italienne pour la modique somme de 7000 €. Je me suis. Donc c'est pas une Ducati. C'est pas une Ducati. Je me suis équipé donc de la Fantic Caballero 500. C'est une moto qu'on connaît pas beaucoup, en tout cas qu'on croise pas beaucoup dans les routes, sur les routes de nos contrées. C'était un de mes critères, effectivement. J'aime bien avoir quelque chose qui sort un petit peu du lot et puis une proposition originale puisqu'on est sur une partie cycle type trail enduro, puisqu'historiquement Fantic dans les années 60 fabriquait des motos d'enduro. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, on est sur des machines qui sont intéressantes à ce niveau-là, puisqu'on a une partie cycle rigoureuse. On a un moteur Minarelli 450. Donc qui est pas inconnu, je crois. Hein. C'est ça, donc elle a de 500 que le nom, puisque comme je viens de le dire, c'est un 450. Fantic a racheté Minarelli, et donc on est sur cette base non seulement éprouvée, mais fiable. Et je ne regrette pas. C'est un moteur qu'on retrouvait dans certaines Yamaha, notamment. Alors, oui, la WRF, par exemple. La carto a été revue. Clairement, on est sur quelque chose de très linéaire, mais de très joueur, de très, on va dire, de très exploitable, puisqu'il faut pas oublier que ça s'adresse à un public assez large. Donc moi je suis un poireau, hein, je suis pas un pilote, mais on a de quoi s'amuser, surtout sur des petits trajets, c'était l'objectif. Initialement, moi j'étais sur une XGR 1300, donc rien à voir avec la choucroute. Philosophie complètement à l'opposé. Voilà. Une vieille Yamaha, de 99, à carbu, technologie archaïque, mais non seulement fiable, mais bourré de charme. Et c'est ce qui est resté, en fait. Après toutes ces années, c'était l'objectif, garder une moto avec du charme, avec un look. Et là, mission remplie, ouais. Ouais, parce que la proposition est plutôt intéressante, dans le sens où il y a du matos sympa, grosse fourche, amortisseur à bonbonne derrière... un style un peu scrambler du coup pour ta version rallye qui est vraiment hyper sympa et qui est vraiment en marge de la plupart des choses qu'on voit aujourd'hui sur le marché moto. Ouais. Donc, surtout que dans la gamme Caballero, il y a la version scrambler, mais celle-ci, donc la rallye, celle que j'ai, est légèrement rehaussée par rapport à la scrambler. Donc on a une suspension qui a plus de débattement et on est légèrement plus haut perché. Et c'est vrai, quand on fait un peu plus d'1m80 comme nous, c'est quand même appréciable d'avoir un petit peu de hauteur, notamment pour monter les fils. Et pouvoir se déhancher un petit peu, notamment dans les ronds-points et dans les virages. Puisque oui, c'est de l'usage principalement quotidien, trajet-travail, même si je commence déjà à faire quelques petits road trips. Ouais. Bon, pour l'instant, t'es encore en rodage, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Pour l'instant, pas trop de mauvaises surprises, à un détail près. Ouais, petite anecdote, donc c'est une moto que j'ai depuis 15 jours à peu près, à la louche. Et au bout de seulement un plein, le compteur m'a lâché. Donc j'ai eu une purée de pixels qui s'est affichée. Et pourtant, c'est pas un compteur très technologique, hein, c'est vraiment hyper rustique comme... Ouais, d'ailleurs, ce serait le seul point négatif sur cette moto, c'est que autant les éléments sont de qualité, autant le compteur, ils ont pris vraiment ce qui traînait par là. Je sais pas si c'est un coup du stagiaire, mais on est sur un truc monochrome, le type montre Casio des années 90. Ouais, ça a son charme aussi. Ça a son charme, parce que c'est vrai que c'est quand même un style assez épuré, mais là, pour le coup, j'ai pris un dos d'âne et purée de pixels. Aucune explication. Par contre, un petit coucou à la concession qui a été très agréable avec moi et très conciliante, puisqu'ils ont pas cherché, ils ont appelé directement la maison mère Fantic et passage en garantie. Passage en garantie, réception de la pièce dans une semaine, rien de bien méchant, tout le reste va bien. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Ok, affaire à suivre à la Fantic, on en reparlera. Quelques news du coup pour cette semaine, et notamment le classement des meilleures ventes de roues
pour 2022 qui vient de sortir. C'est un peu une tradition chaque début d'année. On se penche un peu sur les chiffres des deux roues qui ont fait le succès du marché sur l'année précédente. Un classement deux roues évidemment qui est toujours dominé par les petits scooters urbains. Bien sûr. Faut pas oublier que le choix de roues, c'est pour l'instant principalement, on va dire, utilitaire. Nous on est à Toulouse, c'est pas forcément que à Toulouse qu'on a le problème, mais c'est vrai que les routes sont encombrées, les trajets boulot sont compliqués, donc les gens font le choix de prendre un petit scooter qui consomme rien, qui coûte pas grand chose à l'entretien et qui permet surtout d'arriver à l'heure au boulot. Je pense que c'est là le premier usage. Donc on a voulu évoquer ce petit détail par rapport au classement. Il y a notamment en tête Honda. Ouais, Honda qui fait fort sur le segment scooter, au contraire du segment moto. Voilà. Puisque bon, on va regarder de plus près, hein, mais surtout en se concentrant un peu sur les motos du coup et en laissant un petit peu les scooters à côté, parce que c'est un marché qui est différent. Mais Honda place aucune moto dans le top 10. Voilà. Donc clairement, c'est pas leur gagne-pain. Ouais. Mais absence de grosses nouveautés hormis la NT700, la NT1100 pardon, je pense, sur lesquelles ils ont eu des problèmes d'approvisionnement. Donc bon, c'est pas une surprise. Oui. D'autant que, à mon avis, l'année 2023 devrait être bien différente. Avec l'arrivée donc de la Hornet. Et de leur plateforme 750, puisqu'il va y avoir aussi la Transalp qui va exploiter le même moteur. Ouais. Et qui promet déjà d'être un énorme succès commercial. Je pense aussi. La question, ça va être le prix, et ça va être, je pense que, ça va être l'objet de notre épisode aujourd'hui. En tout cas, bon, le nerf de la guerre. Ils ont annoncé les tarifs au moins pour la Hornet, qui est clairement placée par rapport à ses concurrentes constructeurs historiques, on va dire. Et là, je pense qu'ils ont fait très fort, notamment par rapport à Yamaha qui propose toujours son best-seller qui est la MT-07 qui domine les classements moto depuis plusieurs années et qui toujours en 2022 reste première moto en termes d'unités vendues. Je pense que tu peux en parler puisque tu étais possesseur. J'ai eu une MT-07, alors c'est pas très original, mais pendant 2 ans pour mon permis A2, qui était une moto que j'ai vraiment beaucoup appréciée, hormis le fait que on en croise vraiment à tous les coins de rue. Mais voilà, qui est une excellente moto, mais dont la recette s'est pas beaucoup renouvelée depuis 2014, année de sa sortie, puisque du coup, à part quelques évolutions moteurs qui sont plutôt destinées à se mettre en conformité avec les normes de pollution, une petite évolution esthétique qui, à mon sens, c'est pas forcément pour le mieux. La formule reste la même, elle plaît toujours, mais c'est vrai que quand on voit Honda débarquer avec sa Hornet, clairement là, débauche d'électronique, 20 chevaux de plus. Mais seulement maintenant en 2023, donc comme tu le disais, la MT-07 c'est 2014, et c'est vrai qu'entre 2014 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de vraies nouveautés mid-size. Et c'est là où Yamaha a cartonné, c'est qu'ils sont arrivés avec une nouvelle architecture moteur, avec le crossplane, qui était une révolution à l'époque, qui du coup donnait un nouvel élan, notamment aux permis A2, qui eux-mêmes commençaient à arriver, et qui n'avaient pas de proposition sur le marché pour comment dirais-je, avoir un vrai agrément de conduite et des vraies performances, même à seulement 47 chevaux. Et là, le bridage était correct. J'en avais fait l'essai de mon côté. Parce que Ludo, on le rappelle, hein, toi t'as une chaîne YouTube, c'est Motors & Co. Depuis 2018, et c'est vrai qu'après avoir essayé une centaine de motos, voire 150, même à titre personnel, sans en avoir fait des vidéos derrière, là j'ai levé un sourcil. Je me souviens à l'époque, je me suis dit là il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai comportement moteur intéressant, et surtout je me dis tiens, entre 2000 et 6000 tours, même si tout s'arrête après 6000 tours pour le bridage, je me dis moi je suis permis à 2, j'achète ça, je suis content. Ouais, et c'est la recette qui a fonctionné jusqu'aujourd'hui, sauf qu'au bout de quasiment 10 ans, à un moment donné il faut se renouveler, le marché A2 est saturé, il y a beaucoup de propositions, mais il n'y a plus rien de nouveau. Donc Honda là, j'espère que vous avez quelque chose de vraiment nouveau à proposer. Eh ben, on devrait avoir la réponse dans pas longtemps, puisque du coup on va probablement faire un essai de la Hornet d'ici quelques jours, donc je pense que c'est sûr. Dans un prochain épisode. Autre surprise ? Autre surprise, bon, on voit dans le top 10 des motos qui sont plutôt des modèles
à tarif assez élevé. Ouais. Je prends notamment l'exemple de la 1250 GS chez BMW, qui du coup se décline en deux versions. Donc il y a la GS et GS Adventure qui occupent respectivement les 2e et 3e positions du classement. Et si on additionne les deux, en fait, il s'en est vendu plus que des MT-07. C'est ça. Et c'est vrai qu'on s'en est toujours étonné parce que, évidemment, on a un cercle d'amis et de proches motards, on discute moto, on regarde les machines des uns et des autres, et c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on croise, on va dire, dans ce cercle-là. Donc on se dit soit c'est pas forcément des gens qui communiquent beaucoup, qui sont sur les réseaux sociaux, qui en font, comment dirais-je, de la promotion ou un état d'esprit peut-être, mais les chiffres sont là, donc c'est des motos qui se vendent et dont on ne parle pas forcément. C'est quoi le détail qui nous échappe? Je pense notamment à la RT qui se positionne bien aussi dans ce classement. La 1250 RT qui se classe 6e. Voilà, et ça a fini de me choquer dans ce classement, de me dire mais pourtant ça j'en vois pas plus que ça, ou des très très vieilles. Si elles se vendent, c'est qu'elles sont là, donc peut-être qu'on est sur un autre délire, je sais pas. En tout cas, voilà, gros succès de la part de BMW, du coup, avec sa plateforme. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est tout leur bicylindre à plat, hein, finalement, qui est une recette qui fonctionne déjà depuis des décennies. Bien sûr. Et qui continue de plaire beaucoup aux motards. Autre fait intéressant, alors qui n'est pas nécessairement une surprise, mais c'est chez Yamaha, la Ténéré 700, qui se place devant la Tracer 7, et qui montre bien du coup le succès de cette formule de trail, entre guillemets, vraiment orientée à aventure plus que routier. Alors voilà, c'est vrai que ça fait déjà 2-3 ans que le phénomène prend de l'ampleur, on va dire. Le trail est un petit peu délaissé jusqu'à présent, au motif un peu c'est la moto à papa, c'était rigolo dans les années 90, maintenant place à la modernité, au design un peu chiadé, etc. Et c'est vrai que la demande était toujours là et qu'ils se sont aperçus que non seulement ça marchait bien, mais qu'il y avait plus rien à proposer sur le marché, donc il y avait un boulevard de nouveau à envahir, et donc on a vu apparaître un modèle, voire deux, par marque, et beaucoup de bons retours. Et c'est vrai que la T700, la Ténéré, proposait quelque chose de vraiment crédible en off-road, et surtout donc développé en partenariat avec un vrai pilote, pour le coup. Donc on est sur une vraie proposition. Pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est même limite quelque chose que j'amènerais pas pour faire des kilomètres ou de la grosse balade, tellement on est quand même un petit peu haut perché. On n'est pas sur une KTM non plus, mais quand même, on a une selle qui est plate, donc qui n'est pas spécialement confortable. Je vois pas trimballer madame derrière pendant 2 heures. Mais pour autant, la formule a marché, a explosé, si bien que les prix se sont non seulement envolés sur le marché de l'occasion, et puis tu pourras peut-être embrayer là-dessus, sur le marché du neuf, avec ce qui s'est passé. Il y a inflation généralisée, hein. De toute façon, l'essentiel de ces modèles à succès prennent entre 300 et 400 euros là, en ce début d'année 2023, donc entre les problèmes d'approvisionnement plus la demande en hausse, forcément, ça crée des augmentations tarifaires. Et du coup, derrière, on a vu Aprilia ressortir la Touareg, on a Honda qui ressort la Transalp. Chez Suzuki, on retrouve le V-Strom, le 1000 qui était sorti. Et un nouveau modèle qui va se placer en face de la Transalp là, en 800 cm3 cette année, donc pareil, qui à mon avis le va faire DR800, un succès, le DR800. Ouais. Voilà, qui est pareil à peu près placé niveau prix. Parce que c'est vrai que là, le Ténéré, même s'il y a eu quelques petites évolutions, on est resté sur un tarif qui commence à être compliqué, et c'est ce qui va introduire notre prochain sujet. Le gros sujet de la semaine, ouais. Le nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les prix? Là ça devient compliqué. Allez, avant d'enchaîner sur la news suivante, autres remarques. La première, c'est l'entrée de Royal Enfield dans le classement, avec la Meteor 350 qui se place en 10e position, et encore une fois qui fait écho à notre sujet de la semaine, parce que du coup on voit que la méthode Royal Enfield elle marche, c'est-à-dire des motos qui ont du charme d'un point de vue esthétique, pas forcément hyper évoluées d'un point de vue technique, mais qui du coup se placent au niveau tarifaire. Voilà, on est sur le créneau néoclassique, largement dominé par Triumph, mais qui propose des prix relativement élitistes, on va dire.
Et là, on est sur une formule simple et assumée, et c'est là la première différence avec d'autres constructeurs low cost, c'est que ils arrivent à proposer quelque chose de cohérent en termes de rapport qualité-prix esthétique, indiscutable, et encore une fois, c'est assumé. C'est dire, bah voilà, écoutez, c'est une marque indienne, c'est des motos, des bases éprouvées. Et ben là, on vous vend du néo-rétro abordable, avec certes une architecture moteur qui est quand même basique, on va pas se mentir. Ouais. C'est le plaisir de rouler autrement, on n'est pas sur du cassage de chrono. Par contre, on a, vous voyez, typiquement cette moto-là, la Meteor 350. Bah, si vous voulez un équivalent chez Triumph ou quoi, bah c'est... Alors déjà, dans ces petites cylindrées, il n'y a pas grand-chose. Déjà. Même si on voit que ça commence à arriver. Mais en plus, voilà, les tarifs, c'est le double, voire le triple. Pour, un look and feel un peu similaire, en tout cas, voilà, d'un point de vue purement visuel, quoi. Alors peut-être que ça s'adresse aussi à une autre clientèle, qui a pas le même niveau d'exigence non plus. Peut-être aussi et surtout les fameux permis A2 dont on parlait tout à l'heure, qui sont la nouvelle génération, ceux qui viennent nous rejoindre dans le milieu motard et qui eux n'ont pas le choix, donc il faut bien qu'ils démarrent avec quelque chose, et ils en ont peut-être aussi marre qu'on leur propose que des MT-07. Ouais, ou des roadsters japonisants avec des styles toujours plus manga, donc ouais, en effet, proposition crédible. Et dernière remarque, là ça fait aussi directement écho à notre sujet de la semaine, une moto chinoise dans le top 10. Voilà. Chez Zontes. Alors c'est une petite cylindrée, c'est la Zontes 125, mais qui se classe 9ème avec plus de 2000 unités vendues. Du coup, bon, c'est peut-être le début d'un bouleversement de marché qui est déjà frémissant, mais qui, à notre avis, va ne faire que s'amplifier dans les années qui arrivent, quoi. C'est ça, parce que là, on est sur une proposition qui est homogène en termes de look. C'est vrai qu'on a toujours ce petit goût de tiens, c'est ça, j'ai vu quelque part, ça, j'ai vu quelque part. Mais on n'est pas sur un plagiat intégral, on est sur, on va dire, des codes stylistiques qu'on connaît. On a un moteur qui est performant, mais là pareil, qui a des saveurs de déjà vu. Mais on a un prix qui est, comment dirais-je, largement en dessous de ce que propose Honda avec la CB125. La KTM avec sa Duke 125. 125, la MT 125, etc. Ouais. On est sur on pourrait proposer un match performance-équipement qui serait crédible et surtout un gros point pour Zontes par rapport au prix qui est bien en dessous de ses concurrentes, et ce pourquoi je pense que se classe 9ème. Ouais. Je voulais refaire une petite parenthèse par rapport à cette histoire de cylindrée. Faut pas oublier que les marques chinoises qui sont arrivées chez nous il y a, on va dire peut-être 8 ans dans ces eaux-là. Ouais, c'était courant des années 2010 qu'ils ont commencé à prendre leur envol. Ils sont arrivés avec des petites cylindrées parce qu'il faut quand même rappeler que sur le marché asiatique, c'est avant tout et surtout de la petite cylindrée. Donc ils sont arrivés par la petite porte sur des modèles déjà éprouvés, sur des architectures assez basiques. Là par contre on est sur un vrai moteur moderne. Mais à la base, il y a 8 ans, ils sont arrivés déjà par des petites cylindrées sur des prix complètement dingues, quoi. Alors c'est vrai que nous on en rigole à l'époque, si tu te souviens, on avait voulu monter un petit café racer sur une petite base de vieux Suzuki des années 90. SR 125 qu'on avait dépouillé et qu'on avait essayé en effet de transformer en café racer pour lui donner un look un peu sympa. Et bon, finalement, voilà, quand on a vu la vague de ces motos chinoises à bas prix, avec Mickey du coup commencer à se mettre en concurrence avec les canons de la moto néo-rétro, c'est vrai que l'équation économique était plus là, quoi. Ça nous coûtait plus cher que de faire cette prépa que de l'acheter toute faite. Mais bon, on en reparlera du coup tout à l'heure dans notre sujet de la semaine. Une news à l'opposé complet de cette tendance des motos pas chères et aux performances limitées, c'est Kawasaki qui nous annonce sa ZX4R pour cette année. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui tourne en ce moment, c'est les nouvelles propositions de motos pistardes, ou tout du moins abordables en termes de prix et de cylindrée. C'est-à-dire pas une 1000 de 210 chevaux, concrètement. Voilà, donc voilà, c'est histoire d'écarter les R1 ou des motos... Panigale et compagnie. Voilà, de prix tout à fait pas modique du tout. C'est ça.
Et là, bon, même si on est sur un prix qui est pas forcément modique non plus, mais en tout cas, la proposition, c'est un 4 cylindres de 400 cm3, Ouais. 77 chevaux, 80 chevaux avec le Ram Air. Donc, le Ram Air, ça doit rappeler des souvenirs à ceux qui ont connu les sportifs des années 90, mais en fait, c'est une admission d'air forcé. Donc, en fait, l'air, est s'engouffrant dans une prise d'air avec la vitesse, en fait, vient augmenter la puissance, donc pas à l'arrêt, mais voilà, au régime. Tout ça pour gagner la puissance incroyable de plus 4 chevaux. Voilà, c'est ça. Waouh. Mais voilà, le package, en gros, hein, c'est une moto vraiment pure sportive, 190 kg, un 4 cylindres qui prend 15 000 tours minute. Donc voilà, c'est ça la vraie proposition, c'est les fameux 15 000 tours minute. Voilà, ça rappelle notamment ce qu'on pouvait voir avec la R6 à l'époque, qui était pareil, un moteur hyper pointu qui prenait des tours et qui du coup était vraiment destiné à la piste. Là, c'est le châssis de la ZX25R, je crois. Voilà, qui était destiné uniquement au marché asiatique. Ouais, marché asiatique, encore une fois, friand de ces petites cylindrées, notamment parce qu'au Japon, il y a des grosses taxes sur les modèles de plus de 400 cm3, d'où la survie de ces gammes toutes petites cylindrées, parce que ça a un vrai intérêt économique là-bas. Et qui, du coup, de par leur cylindrée, peuvent prendre des tours, mais de manière aberrante. Ouais. et là, on peut se poser la question quelle idée de Kawasaki derrière ce modèle-là. A priori, d'après nous, hein, c'est évidemment pour se mettre en ligne de mire avec les sportives entre guillemets abordables qui ont été sorties chez Yamaha et chez Aprilia, notamment avec la R7 et la RS660, qui sont un peu plus généreuses en cylindrée, on va dire, parce que là on est plutôt sur des 600-700, mais qui du coup, pareil, prennent un peu le contre-pied de ces sportives ultra sportives de 200 chevaux, avec des propositions aux alentours des 100 chevaux et qui du coup permettent à des portefeuilles un peu moins garnis ou alors à des gens qui sont un peu plus débutants d'ouvrir les portes de ce monde de la sportive, quoi. Oui, puis la machine est petite, plus elle est maniable, donc encore une fois on est sur une autre proposition, sur un circuit. Alors, c'est pas parce que vous avez le plus de chevaux que c'est vous qui allez forcément écraser tout le monde. Complètement. Et puis d'un point de vue purement usage quotidien, puisque du coup, faut pas se leurrer, hein, ces motos-là, elles sont aussi utilisées au quotidien. Passer la 3e à 200, clairement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà. Bon, affaire à suivre, ça sort à l'automne, à peu près 10 000 euros. Les tarifs n'ont pas été annoncés très clairement, mais c'est à peu près ce qu'on anticipe. Non, puis la proposition est honnête, on est sur une partie cycle de qualité, avec fourche Showa, suspension Showa à l'arrière, shifter up and down en option si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il y a une série R, donc ZX4R voilà, qui aura le shifter. Et alors fait marrant que je voyais l'amortisseur arrière, c'est l'amortisseur de la ZX10R. C'est ça. Pour dire la qualité du matos, quoi. C'est ça. Et les freins Brembo qui vont bien, qui d'ailleurs sont, je pense, limite surdimensionnés, je pense, pour la machine, mais on est concrètement sur une vraie proposition de qualité sur de la petite... Donc avis au pistard en herbe, rendez-vous à l'automne pour tester ça. Petit entrefilet sur le contrôle technique, c'est un peu notre marronnier. C'est ça, l'Arlésienne, on en parle depuis tant d'années, et puis c'est pire qu'un sitcom, n'est-ce pas ? Je pense que c'est un sujet qui est glissant pour notre gouvernement et qui en plus est plutôt poussé d'un point de vue européen, qui tombe mal sur l'agenda politique du moment qui est déjà un peu chargé, on va dire. Ouais, disons que niveau tension sociale, on n'a pas besoin d'en rajouter. La réforme des retraites, ça donne déjà du grain à moudre. Donc conclusion, on est encore tranquille pendant un an. On est encore tranquille pour un an. De mon côté, je m'étais un petit peu renseigné sur les auprès des contrôles techniques, des centres contrôles techniques. Alors pas forcément d'ECRA qui évidemment tout le monde le sait. Il y a partie prenante dans le. Voilà, qui a bien flairé le petit marché qu'il y a à s'offrir. Les centres contrôle technique me disent une chose. Demain, on dit OK pour le contrôle technique entre la formation, l'équipement, la réglementation qui va être mise en place et les premiers rendez-vous qui vont être posés, on est tranquille, minimum 3 ans. C'est techniquement infaisable dans un délai plus court. Donc,
Oui, parce que les équipes sont pas formées, les procédures sont pas faites. C'est ça, il n'y a pas l'équipement, il n'y a pas la formation, il n'y a pas les infrastructures, et ils sont pas encore décidés sur le cahier des charges de ce qui va être contrôlé ou pas. Donc, dans l'absolu, on est encore tranquille, quelques années. Donc, mollo, les gars, sur le bon coin, avec vos lignes d'origine, là, que vous allez vendre à prix d'or. On va rester motard dans l'esprit, n'est-ce pas? C'est pas pour demain. Ouais, et là encore affaire à suivre, parce qu'à mon avis, on en reparlera. Très rapidement, une petite série de vidéos que j'ai repérées de mon côté sur la chaîne de Black Market, qui est une chaîne YouTube aventure bien connue, je pense, de nos auditeurs qui sont intéressés par le milieu. 4 épisodes qui ont été faits en Afrique du Sud, dans le cadre d'un voyage qui avait été organisé par Liberty Rider, par une application que certains d'entre vous doivent connaître. Mais voilà, les images sont comme d'habitude chez Black Market magnifiques. C'est 4 épisodes d'entre 20 et 25 minutes où ils ont fait un gros road trip avec plusieurs influenceurs sur les routes d'Afrique du Sud. Franchement, ça vaut le détour. Donc on mettra le lien dans les notes de l'émission. Mais voilà, si vous voulez vous évader un peu par ce temps, c'est cette saison un peu grisâtre, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, on va enchaîner du coup sur notre gros dossier de la semaine, qui est consacré du coup aux motos chinoises. Alors, vaste sujet, on en a déjà un petit peu parlé en ce début d'épisode, parce qu'on voit que c'est une question qui revient souvent dans à la fois les actualités du marché, les propositions que peuvent faire les constructeurs historiques, qui essayent justement de contrer un peu cette vague-là, même si pour l'instant, clairement... ces constructeurs chinois, ils arrivent avec des propositions qui sont à la fois hyper abordables en termes de prix et qui commencent à devenir des modèles intéressants parce que qui ont leur vraie identité. Et donc notre idée, c'était de creuser un peu ce sujet-là, même si voilà, personnellement, on l'a déjà creusé assez longuement sur ces derniers mois, puisque du coup, moi personnellement, j'ai franchi le pas sur un trail de chez Motomori dont on va reparler là dans quelques secondes. Alors, oui, je tiens d'ailleurs à sous-titrer un petit peu le sujet. C'est donc les motos chinoises et sino-européennes. Le détail est important, vous allez le voir pour la suite. On s'adresse au marché européen et les Chinois ont très vite compris que pour nous séduire, il y a quelques codes à reprendre. Et ça fait partie de leur technique marketing, c'est-à-dire qu'il y avait des marques qui étaient complètement en perdition, des marques européennes, et Morini est un excellent exemple, qui est une marque qui est assez ancienne sur le marché, qui a failli mourir 10 fois, et qui a été repris par un consortium chinois, et qui du coup commence à garder la gamme historique, entre guillemets, avec notamment le moteur 1200 Corsa Corta qui est vraiment Ludo que tu connais parce que tu as essayé sur ta chaîne. Un moteur incroyablement vivant qui est d'ailleurs un peu rugueux, qui est pas forcément polissé par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le marché où on essaie de tout aseptiser, de rendre tout homogène. Là non, c'est vraiment tu la prends tel quel, le truc te secoue dans tous les sens. Pourtant t'as 140 chevaux, donc on n'est pas non plus sur de la proposition à 220 bourrins. Mais tu sors de là, t'as une banane pas possible. Et c'est vraiment le V-Twin italien dans sa plus pure forme. Et donc cette gamme-là reste au catalogue du constructeur. Mais à côté de ça, il y a une gamme de moyenne cylindrée, puisque là, dans le cadre de la X-Cape, on est sur un 650 cm3. Base moteur très connue, puisque du coup, origine Kawasaki. Et c'était la base moteur des R6N qu'on a connu... de manière assez diffusée dans les années début des années 90 là, fin des années 2000 l'ancêtre de la proposition MT-07 voilà c'est ça donc milieu des années 2000 jusqu'à 2015 on va dire ça faisait partie des canons des roadsters abordables pour les jeunes permis. Ils ont repris cette base-là, ils l'ont un petit peu retravaillé, ils l'ont mise aux normes pour les normes Euro 5 parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, donc on a perdu un peu en puissance. Mais la proposition du coup est au niveau tarifaire imbattable quoi. C'est-à-dire que c'est un trail super équipé à 7000 € sur une base éprouvée, fiable et qui en termes de chevaux, puisqu'il faut s'adresser principalement au A2, reste complètement cohérente. On est vraiment sur un choix pertinent de moteur. Maintenant, est-ce que ça fait tout pour vendre des motos? Et c'est justement là qu'on va intervenir. Il y a des choses à dire. Les Chinois ont compris qu'effectivement, pour nous séduire, nous les Européens, il fallait reprendre des codes stylistiques européens et faire de vraies propositions. Il y a des partenariats qui ont été faits avec des designers, je vais y arriver.
Oui, parce qu'il y a une partie de design, en tout cas les motos qui marchent le mieux, je pense, c'est encore des studios de design qui sont en Europe, et qui du coup respectent à fond les codes que nous, marché européen, on attend. Donc dans ces marques sino-européennes, on peut citer Benelli, que je pense est une des plus connues et des plus diffusées. Ouais. Avec la TRK qui marche très très bien en termes de vente. Bon, elle n'est pas encore sur le top 10, mais on en a tous entendu parler. Donc c'est pas pour rien. Encore une fois, en si peu de temps, ils sont là depuis sur ces propositions de moto, ça fait 2-3 ans que ça bouge. Ils envahissent les salons, il n'y a plus de marques européennes, il y a une majorité de marques chinoises. Ils arrivent certes avec des motos modestes en termes de cylindrée, mais qui vraiment interpellent. Et de moins en moins modestes. On voit qu'il y a cette vague aussi où ils ont commencé, comme tu le disais tout à l'heure, avec des toutes petites cylindrées. Et là, on voit qu'ils sont en train de monter en gamme. Alors là, ils sont vraiment sur le cœur de marché, mid-size, 600-700 cm3, mais ils commencent même à s'aventurer sur des cylindrées au-delà des 1000 cm3. On voit que la gamme est en train de s'étendre. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles commencent à avoir autant de succès, ces motos-là ? Je pense qu'il y a quelques raisons qui sont assez évidentes. Le premier, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, les prix des modèles neufs, ils explosent. Oui, c'est ça. On parlait des salons, mais on voit que les prix augmentent. Et sur les salons, on voit quoi ? On propose 2-3 couleurs de plus au catalogue. Tiens, on va rajouter un écran TFT. Et tout ça pour 300-400 euros d'augmentation tous les ans. Donc là, ça commence à se voir. C'est ça. Et du coup, ces motos, on peut reprendre l'exemple de la MT-07 qui était sortie aux alentours des 6 000 euros. Alors je crois que c'était pour une version sans ABS à l'époque, en 2014, mais qu'aujourd'hui est arrivée à 8 000 euros, quoi. Donc en moins de 10 ans, on a pris une inflation qui fait quand même assez mal. Et qui du coup amène, je pense, les consommateurs à se poser la question de dire c'est quoi les solutions pour trouver des modèles plus abordables. Et là les constructeurs chinois arrivent avec des produits qui sont tout à fait alignés avec ces préoccupations là. Et puis surtout on va casser tout de suite la légende urbaine sur les moteurs chinois, c'est de la merde. Faut pas oublier que ce soit donc les Chinois ou les Coréens, en tout cas les propositions de moteurs asiatiques, on a déjà BMW qui flirte très largement avec eux, puisque ce sont aussi des motoristes. Dans les petites cylindrées, on sait que les moteurs sont soit sous-traités en Chine, soit carrément achetés à des constructeurs chinois. Et c'est le cas pour les BMW, les 300 cm3 sur sa gamme petite cylindrée, quoi. C'est ça, il y a des moteurs coréens, donc moteurs Kymco, qui sont largement répandus chez BMW. On a Lonsin, aussi. Qui produit justement ces fameux moteurs 300 cm3 là sur les GS300 et compagnie, 310. Et donc ils n'ont plus de preuves à faire. D'ailleurs Kymco, j'en ai essayé pas mal sur ma chaîne. Également en rapport qualité-prix, on est déjà sur quelque chose d'assez violent et qui a tout de suite percé. Donc vraiment là sur la moto pure, on n'est pas sur comme je vous l'ai dit, sur de la légende urbaine, sur de la vieille récupération pourrie de moteur. Et on a même l'effet inverse chez certains, qui est que les constructeurs chinois eux-mêmes utilisent des moteurs européens. Et notamment CF Moto qui a récupéré des bases moteurs KTM. Et là, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire qu'on a maintenant du mal à distinguer de vraies différences entre les architectures moteurs, que ce soit les constructeurs asiatiques ou même certains constructeurs européens. Oui, alors, justement, je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais par rapport à cette légende urbaine, qu'est-ce qu'on pourrait écarter tout de suite en termes de marque pour dire, écoutez, voilà, oui, il y a eu des ratés en moto chinoise, mais parce que cette marque-là n'a pas fait d'effort. Je crois que tu vois très bien de quoi je parle. T'as vu cette introduction incroyable. C'est ces marques-là qui sont arrivées, qui ont commencé, je pense, qui ont initié cette vague de motos chinoises, entre guillemets, séduisantes. On pense à Mash, par exemple. Alors, qui est là, la première proposition sino-européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que la propriété de Mash est française, mais en soi, c'est le cahier des charges qui est français. En clair, il signe le chèque, mais le reste, c'est fait en Chine. Il n'y a pas d'intervention, on va dire, côté français là-dessus, jusqu'à il y a encore quelques années, où vraiment les retours, pour l'avoir essayé sur ma chaîne, j'en ai essayé plusieurs, c'était pas possible, quoi. À la fois en termes de fiabilité, mais aussi en termes d'assemblage, de qualité perçue. C'était une moto qu'il fallait pas laisser traîner dehors l'hiver, quoi. C'est ça, des boulons qui se barrent, des pompes à essence qui tombent en panne, des allumages qui foirent, Non, puis de la corrosion, quoi. Enfin, je veux dire, une moto qui a 1 an, qui commence à rouiller. Non, c'est pas possible, quoi. Et puis surtout le SAV derrière, qui était pas cohérent.
Ça, tout de suite, malheureusement, ça a collé une étiquette que tout le monde avait déjà en tête en disant ouais, acheter chinois, acheter 2 fois. C'est dommage parce qu'il y avait déjà une première proposition de moto au look sympa, aux performances correctes, sans plus, mais à un niveau de prix qui était encore à l'époque inégalé, quoi. Ouais. Donc eux, on les écarte, mais là, on est plus du Direct. tout. Là, c'est Ça, Ludo, il est avant. vacciné là-dessus. Non, ça c'était avant, et d'ailleurs, ils ont pris pour la petite histoire un petit coup de pied au cul, parce que justement, avec l'arrivée des nouveaux modèles de concurrents, ils ont dit ok, maintenant le cahier des charges va être différent en termes de suivi de SAV et de fiabilité, on va mettre les moyens. Trop tard, j'ai envie de dire. Chacun jugera, mais pour moi trop tard. Ouais. Bon, en tout cas, et si on regarde aussi si on fait un petit panorama des marques qui sont un peu en vogue, alors il y a des marques vraiment identité pure chinoise, hein, je pense à Vosges notamment, dont on va reparler là, mais qui a fait quelques modèles qui sont hyper séduisants. Zontes, on en parlait avec sa 125, mais pareil, la gamme qui s'étoffe et qui est de plus en plus attractive. CF Moto aussi. Ouais. Mais ce qui nous a décidé à pousser le sujet, c'est se dire que même les journalistes moto, la presse moto, commence déjà à changer de discours et à sortir des punchlines de ouais, enfin bon, là la chinoiserie du jour, c'est toujours pas à la hauteur d'eux. Concrètement, ces marques-là sont déjà très très bien placées, même en termes de vues. Hein. Moi, je vois des chaînes YouTube ou même des chaînes type Motojournal, etc., qui commencent à faire de bons résultats. Ça veut dire que les gens s'intéressent, et c'est pas pour rien. Ouais, c'est un indice. Et puis bon, voilà, ces motos commencent à devenir sérieuses. Après, on peut aussi se supposer qu'il y a un gros effort marketing qui est fait par ces marques-là pour essayer justement de sensibiliser le public, et donc probablement que voilà, il y a des partenariats qui se passent en coulisses, mais bon, en tout cas, On va en parler. si on en parle, et si on essaye justement de faire un petit panorama de ce qui peut être encore des points faibles pour ces motos-là, il y a encore quelques différences mineures qui, on va dire, caractérisent les motos chinoises par rapport à des motos de constructeurs historiques. Je pense notamment à la mise au point des moteurs. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est quelque chose qu'on a constaté dans les quelques essais qu'on a pu faire. C'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont mis au point, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont fiables et qui respectent les normes anti-pollution, on va dire. Par contre, il y a moins de finesse dans l'optimisation. Voilà, l'optimisation du comportement, etc. Je pense notamment, c'était une remarque que tu avais faite quand on avait été essayer justement la Moto Morini Escape, c'est que en fait c'est un trail qui a une proposition 100% trail, mais qui pourtant, on le voit, a encore une carto très typée roadster. Oui, c'est ça, on a l'impression de... On ferme les yeux, on est sur une ER6, on ouvre les yeux, on est sur une vraie moto italienne. Je caricature volontairement, mais c'est ça, ils ont fait vraiment un effort stylistique, une vraie démarche d'identité visuelle qui est dingue. Par contre, on monte dessus, à bas régime, enfin, parce que j'ai un Transalp de 91, moi j'attends quoi d'un bicylindre sur un trail, c'est qu'il me tracte. Ouais, c'est du coup. Et là, non, je suis désolé, en bas régime, c'est creux à mourir, et il faut aller taper dedans à plus de 7000 tours, 6000 tours, 7000 tours. Ouais, sans forcément être catastrophique, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me gêne pas du tout, parce que j'en ai un usage quotidien, et que du coup, ce comportement un peu type roadster me gêne pas du tout, mais c'est vrai que la personne qui va aller faire du off-road avec, ouais, clairement. Puis même la concession l'a reconnu tout de suite, hein, avant même qu'on monte dessus, et dire bon, attention, on va essayer peut-être de faire quelque chose au niveau cartographie, voire même au niveau de la ligne, pour lui donner un autre comportement, une autre identité, parce que, ouais, quand même. Ouais, même si personnellement j'y crois moyen, parce que je pense vraiment qu'ils sont dans une démarche où ils auront pas le temps de revoir les cartos un an après la sortie de la moto, quoi. Donc, à mon avis, c'est plutôt au fil des nouveautés sur leur gamme que peut-être que ce point-là va s'affiner. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment un point bloquant, mais voilà, ça reste quand même à signaler. On parlait du réseau, en effet, le réseau de distribution aujourd'hui, il s'étoffe. Ouais, il y a un vrai sujet là. Il était vraiment famélique il y a encore 2-3 ans, et là, bien porté par les importateurs français qui commencent justement à se mettre en partenariat avec ces motos chinoises là. Mais voilà, on commence, en tout cas dans les grandes villes,
Parce que c'est pareil, hein. Nous on est à Toulouse, donc on a la chance d'avoir des revendeurs. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde sur l'ensemble du territoire français. Mais en tout cas, voilà, on voit que... Moi, ce qui m'a marqué, c'est que comme j'ai une chaîne YouTube et que j'ai évidemment des partenariats indirects avec les différentes concessions, ces mêmes concessions ont vu évoluer leurs propositions. Ils sont passés de constructeurs généralistes type Suzuki, je sais pas moi, que Honda ou que je sais plus quelle marque, à tiens, on va proposer plusieurs marques, et surtout ces fameux comment dirais-je, ces nouveaux best-sellers chinois, Voge, Zontes, CF Moto. Donc moi je vois du Kymco, je vois du CF Moto, je vois du Voge, je vois du Royal Enfield qui flirte avec et du Mash et du CF Moto, et vous voyez, ça il y a encore 3-4 ans, quand j'ai démarré ma chaîne, c'était pas le cas, c'était marginal, c'était de la Mash, Grand Max, voire du Bullet, qui est plus ou moins la même chose, la petite cylindrée néoclassique, beauf qualité. Jolie à l'œil. ouais, qui pour le coup faisait faire des gouttes grosses comme le doigt aux revendeurs, parce que quand les gens revenaient pour le SAV, derrière c'était la PLS généralisée. Et là non. Donc CF Moto. Ouais, donc voilà, réseau de distribution qui s'étoffe. Reste une petite inconnue sur le côté revente, cote. Même si, le sens de l'histoire fait que plus ces motos-là vont être diffusées, moins il y aura de soucis à la revente. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a priori, et ça peut être un problème. Mais bon, voilà, sorti de ça, a priori, de notre point de vue et de notre petite expérience sur le sujet, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros frein majeur au fait de passer le pas. Alors non, sachant que non seulement ils commencent à percer sur du mid-size, même s'ils n'ont pas des moteurs mémorables ou qui ont une vraie identité, je parlais de la Zontes 125, c'est un moteur qui est plein pour une 125, point barre, il n'y a pas de quoi en faire des éloges. C'est tout ce qu'on demande sur une 125. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, même sur les type 600 moteurs origine R6. Bon, on est sur c'est correct, c'est crédible, mais point barre. Et là, on a déjà des propositions de premium. Il y a des marques qui veulent déjà, chez les Chinois, se positionner sur du premium. On pense à CF Moto, qui, notamment avec la MT800, a dit clairement, voilà, pour 11 000 €, on vous propose une moto full équipée, qui a été dessinée donc, par le studio Kiska, donc origine KTM. Ouais, c'est le studio qui fait tous les designs pour le groupe KTM, Husqvarna, GasGas et compagnie. Voilà, qui ont fait vraiment des motos avec des styles tranchés. Et là, ils ont dit clairement, on va trancher niveau style, on va dessiner une vraie identité. On a un moteur KTM, moteur de la 790. Non mais c'est dingue quand on y pense. Rapport qualité-prix, motorisation, prestation. Voilà, 11 000 balles. On peut se dire, quand même, déjà 11 000 balles. Allez trouver quelque chose à 11 000 €, qui propose autant. Et c'est aussi un aspect qu'on peut souligner et qu'on l'a pas fait pour l'instant, mais sur les motos chinoises, c'est qu'en général, en plus en termes d'équipement, c'est pléthorique. À la fois en termes d'électronique, je pense notamment à l'usage à profusion des écrans TFT qui sont aujourd'hui encore vus comme des éléments un peu haut de gamme sur des constructeurs traditionnels. Eux, ils ont franchi le pas, il n'y a pas de souci. Même sur des toutes petites cylindrées, tout de suite, c'est... Il y a du régulateur de vitesse, il y a des capteurs de pression de pneus, enfin voilà, tout le côté électronique du coup... Voilà. Et tout l'accastillage aussi, parce que c'est ce qui coûte cher, c'est tiens, mais je vais te vendre en option les pare-mains, je vais te vendre en option la bagagerie, je vais te vendre en option les bagages et les feux additionnés, etc. Comme quand vous allez chez Peugeot ou chez BM, vous avez le modèle d'appel à un prix abordable, et puis derrière vous retrouvez avec une facture limite x2. Et là eux ils ont pris le contre-pied tout de suite, c'est-à-dire voilà, nous c'est du clé en main, vous avez tout, vous avez rien à ajouter, et le prix est déjà en dessous de ce que proposent les concurrents avec rien, ou en tout cas pas autant que nous en termes de propositions. Donc CF Moto 800 MT, du coup, ce que je te propose, Ludo, c'est qu'on continue à faire un petit listing, nous, des modèles qui nous ont interpellés et qui, du coup, nous paraissent être les propositions les plus séduisantes chez ces nouveaux constructeurs. Et notamment qu'on commence par le côté trail routier, pour continuer notre discussion autour de la MT800. Donc voilà, on rappelle, gros trail à vocation relativement routière, 11 000 €, moteur de KTM 790, équipement pléthorique, enfin là, voilà. Les gens qui cherchent une moto pour voyager un peu au long cours, clairement la proposition elle est séduisante. Et en plus, une vraie
identité en termes de style, même si ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais comme on le disait, c'est pas une copie d'un trail à succès d'un constructeur généraliste, quoi. D'accord. Tu te fais même pas penser à une moto en particulier Bah non, pas plus que ça. Ok, non, parce que c'est vrai que c'est ce que les gens vont tout de suite chercher à savoir, c'est-à-dire quelle est l'inspiration, est-ce qu'ils ont voulu faire un croche-patte à tel ou tel constructeur. Je trouve que dans la proposition, du coup, celle-là a son identité, quoi, clairement. On peut peut-être du coup revenir 2 minutes pour développer un peu le sujet autour de la Xscape 650 chez Moto Morini. Donc, on le rappelle, une moto qu'on a essayé chez le concessionnaire, que moi j'ai acheté du coup depuis quelques mois et qui me sert de moto du quotidien. C'est vraiment un moto pratique. Voilà. Et pour laquelle tu n'as aucun grief. Je n'ai absolument aucun grief. Bon, j'ai pas encore 2 ans de recul, hein, mais clairement ça fait le taf. Le trail bicylindre 650, voilà, qui relative fiabilité, mais en même temps dans une enveloppe relativement séduisante en termes de design pour moi. C'est flatteur, c'est pas un vulgaire plagiat, parce qu'on a aussi sauté cette étape-là aujourd'hui, c'est dire on n'est plus sur un copier-coller. Ouais. Même s'il y en a encore dans ce top-là, il y a du copier-coller, ouais. Parce qu'on n'en sort pas, et puis surtout il faut rappeler qu'en Chine, ce n'est pas pénalement répréhensible. Vous avez le droit de faire un plagiat odieux d'un constructeur européen, mais là ils ont compris que c'est pas comme ça qu'ils allaient nous séduire, nous, les Européens. Et surprend du coup le côté justement équipement de la Xscape, c'est en fait moi c'est ce qui m'a d'abord interpellé, c'est-à-dire que encore une fois écran TFT 7 pouces, la pression des pneus, les info batterie, charge, voilà la totale, côté partie cycle, grosse fourche Marzocchi de 50 mm devant, freinage Brembo, jantes à rayon de bonne facture, enfin voilà, il y a vraiment le package pour 7 000 €. Il n'y a pas des ajustements foireux, les matériaux font sérieux, le plastique c'est pas une feuille de PVC. Ouais, clairement, même les peintures des carénages, franchement, il y a vraiment rien à reprocher. Une réflexion que je me fais justement cette semaine, équipé d'origine de Duritavia, alors que sur ma deuxième moto, qui est une Husqvarna Vitpilen 701, donc qui était vraiment la proposition clairement vendu cher par rapport à la concurrence, donc vraiment le roadster un peu de niche, voilà, puis de niche, le Duritavia, il n'y en a même pas, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on se dit, mais... Comment ils ont fait? Donc, c'est ça. Non, par contre, justement, tu parles de la Escape, il se murmure déjà que la 1200 pourrait prendre... voilà. Pas prendre le relais, mais en tout cas venir étoffer la gamme. Donc, comme on le disait tout à l'heure, sur la base moteur éprouvée de chez Morini, donc le Corsa Corta, qui par contre niveau style reste une inconnue. Le rapprochement avec la 650 est même pas à faire, puisque ça n'a rien à voir. Non, et bon, pour l'instant on est encore sur des spy shots et il n'y a encore pas eu grand chose de communiqué officiellement par la marque, mais en tout cas voilà, ça montre aussi cette volonté d'aller vers des modèles beaucoup plus haut de gamme, et surtout avec des cylindrés. Des vrais moteurs qui ont un charme, un caractère, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Je pense moi, de mon côté coup de cœur, on va dire, un 300 Rally. Ça c'est chez Vosges. Chez Vosges, qui elle vient faire un... Là on est dans le copier-coller. Hein? Là on est dans le copier-coller pour le coup. Alors justement j'étais en train de réfléchir à ce que je dis, je le dis pas, copier-coller en termes de style, non. Ouais. On a des influences européennes, ouais, clairement, mais c'est clair que sur la proposition, c'est un contre-CRF 300L de chez Honda. Donc on va dire le pont entre l'enduro et le trail. Ouais, on est sur un gros enduro, on va dire roturier, voilà. Donc avec des coûts d'entretien type moto traditionnelle, qui ne se comptent pas en heures, mais pour le coup en kilomètres. Donc c'est ce qui fait la différence et ce qui justifie ce créneau-là. Donc on est sur un 300 qui fait 28 chevaux, donc kiff avec la CRF. Port USB, écran avec rapport engagé, bon, certes monochrome, on n'est pas non plus sur du TFT, mais avec une vraie partie cycle, une fourche avec gros débattement, jante à rayon, avec du 21 à l'avant, la petite bavette qui va bien, et surtout les crash bars d'origine, tout ça, voilà. Encore une fois, package complet. Les pare-mains, il y a tout, et on est, si je dis pas de bêtises... 4600 €. Voilà, 4600 €, je vous laisse checker le prix de la CRF, je crois qu'on est plus aux alentours des 6000, voire même plus.
Ouais, il y a une vraie proposition. Après, ça reste un mono, c'est pas un foudre de gamme, c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, 28 chevaux, c'est crédible, ça marche bien. J'ai eu une bonne sensation, en tout cas, moteur qui est homogène, qui est volontaire. Les premiers rapports sont assez courts, les autres sont un peu plus longs. C'est ce qu'on lui demande, pas plus. Ouais. Voilà. Toujours chez Vosges, il y a également un modèle donc là un peu plus routier, toujours dans une optique trail, la 500 DS. Qui est dans le petit CTRL-C, CTRL-V, hein, copier-coller. ouais, là clairement c'est la petite gifle à peine dissimulée à Honda. Donc on est sur... Donc là qui se met en face de la CB500X, hein, je crois que voilà, merci, j'avais perdu le modèle, mais ouais, c'est la contre CB500X et bien faite, très bien faite. Ouais. Rapport qualité-prix équipement, imbattable. Le moteur, on va pas en parler parce que déjà sur la Honda, c'était pas mémorable. Ouais. On est sur quelque chose de roturier, polyvalent, point. On va pas s'étaler là-dessus. Là, ils ont dit, d'accord, banco, nous aussi on sait faire. Sauf que nous, du coup, on va faire la différence sur l'équipement complet, ou quasi, pour un prix en deçà de ce que propose Honda. Voilà, fin du game, et là, ils sont au cœur du sujet, et je pense que c'est ce qui fait cette montée en puissance, même en termes de communication chez Vosges et chez les Chinois de manière générale. Si on regarde là d'un côté, sur une autre partie du marché qui est, on va dire, le deuxième gros segment de marché, c'est le côté plutôt roadster. Là aussi, il y a des propositions intéressantes de la part des constructeurs. On a parlé de la zone test 125, là, donc on va pas forcément revenir en détail dessus, mais pour 3400 €, donc en dessous de toutes les propositions que peuvent faire les constructeurs traditionnels, on a un modèle qui coche toutes les cases. Sur des cœurs de marché, donc on parlait de la 500 de chez Vosges qui fait une contre-proposition à la Honda 500X. Ben là, ils font une contre-CB 125R et MT 125 avec la zone test 125. Voilà, avec une proposition homogène sur un cœur de vente. Et ça marche. Voilà. Ouais. Après, le reste, c'est du plus. Toujours chez Zone Test, là un peu plus intéressant du coup aussi en termes de proposition, la 350 GK. Voilà, donc là on commence à s'écarter un petit peu du cœur de cible en termes de volume de vente, mais sur quelque chose qui commence à devenir un peu plus sympa, un peu plus caractériel, un peu plus... Voilà, en termes de design, il y a une vraie identité. Un peu plus design, on est sur une vraie identité, on est sur du mélange un petit peu Husqvarna, même chez Ducati avec la Diavel peut-être, on peut retrouver des codes, même des codes Triumph aussi, on est sur quelque chose de ciblé jeune, clairement. Ouais. Voilà. C'est un mélange de tout ça, mais qui est finalement assez bien fait, qui donne un résultat plutôt homogène et plutôt séduisant, du coup, sur, là encore, un segment de marché où, dans les 400 cm3, jusqu'à présent, c'était pas BZF, quoi. Pour moi, typiquement, la cible, c'est les 20-30 ans. Voilà. Ouais. Là, on n'est pas sur la moto à papa, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus futuriste. Et ils répondent bien, parce que le moteur est, encore une fois, est volontaire sur une cylindrique modeste. On ne pourra pas avoir des attendus incroyables sur ce genre de moteur, mais on a quelque chose qui est crédible, qui fonctionne bien, qui a des montées en régime qui sont convaincantes. Point barre, on ne va pas en plus en faire des kilos. Par contre, derrière, il y a encore une fois l'équipement, écran complet, lisible, partie cycle convaincante, homogène, point. Voilà, avec un look en plus. Fin du game. Et puis en montant un petit peu en cylindrée, là, un des best-sellers, je pense, dans la catégorie moto chinoise, c'est du côté de chez CF Moto, la CLX 700. Alors, qui arrive. Donc là, on est encore sur les balbutiements en termes de... On va dire en termes de retour, puisque commence à se vendre maintenant. Là, oui, on parlait des influences. On est sur... une boucle arrière vraiment typée Diavel. Ouais, là il y a un... Alors, je sais pas si c'est une copie ou un hommage. Je suis poli. Mais là, clairement, voilà, l'arrière un petit peu effilé comme ça, façon... Ouais, c'est pompé, ouais, on va dire. Voilà. C'est pompé, pas d'autre mot. Mais néanmoins, dans une... Comment dire voilà, dans un format qui est pas en concurrence directe avec la Diavel, parce que du coup, là, on est sur une cylindrée bien inférieure. Ce qui est étonnant, c'est qu'il mêle ça avec un petit côté scrambler, parce que du coup il y a des pneus type mixtes, on va dire. Voilà.
Mais qui du coup lui donne aussi un look assez sympa. Ouais, et puis la selle est jolie, clairement c'est l'élément central de la moto. La petite signature visuelle et lumineuse à l'avant avec le phare en croix qui est sympa. Voilà. On est sur une proposition de style qui est intéressante, et surtout pour revenir sur ta Morini 600, enfin 650 plutôt, pardon, on est sur la même base moteur, encore une fois, qui revient là, qui a été réalisée donc pour passer donc à 700 cm3. Et le résultat, il est là, c'est qu'on a une moto qui est un peu plus coupleuse, qui a des reprises qui sont un peu plus convaincantes. Ouais, parce que pour rappel, la Morini, on est sur un moteur de 60 chevaux, là on est plus sur du 70 chevaux de mémoire. Donc voilà, le moteur a quand même été retravaillé, il a retrouvé finalement sa puissance qu'il avait à l'origine chez Kawasaki. C'est ça. Après, c'est vrai que dans les tours, le comportement est un peu différent. Il y en a qui préféreront la version type architecture initiale, donc en 650, qui est un peu plus rageur peut-être. Je pense qu'eux, ils ont compris que l'utilisation moyenne d'une moto, c'est du couple, 80% du temps. Quand tu vas bosser, tu roules sur le couple. T'es pas là en train de taper dans les tours comme un malade, sauf si t'as envie de faire sauter ton permis, parce que oui, c'est possible en 600 et 700 largement de faire péter son permis. Moi perso, les montées en régime, ça va être, sur 100 mètres, 200 mètres. Ouais, parce qu'on voilà, on reste quand même dans une optique moto du quotidien, finalement, c'est ça. Et ça fait bien le taf. Et puis là, bon, voilà, la proposition, encore une fois, design, ça coche les cases. Côté équipement, c'est pareil, régulateur de vitesse, mode moteur, voilà. Donc, 7290 €, fin voilà. du game, voilà. On n'a pas dit d'ailleurs pour la 350 GK, on était sur une proposition à 5490. Ouais. Bon, après, il y a toujours des petites promos à droite, à gauche. Il y a moyen de gratter un petit peu tout ça, mais c'est fou, quoi. Ces prix-là, c'est ce qu'on attendait de revoir. Ouais. Depuis 10 ans, à dire quand est-ce que ça va s'arrêter, là, cette escalade. Clairement. Et puis alors la dernière, petit bonus, mais là c'est pareil, c'est moto plutôt de niche, on va dire. Alors, c'est moi qui ai un petit peu insisté, c'est vrai, pour la mettre dans le top, parce que ça s'adresse pour les coups les mots au papa, comme moi. Ouais. Même si c'est vrai que c'est pas forcément ma génération non plus, mais voilà, la Cromwell 1200 là, de chez Brixton. On est sur un plagiat pur et simple de la T120 de chez Triumph. Avec un bicylindre parallèle, du coup, si je ne me trompe pas. Bicylindre parallèle, 1200, architecture, on va dire, roturière. À l'ancienne. On roule sur le couple, il y a 86 chevaux TTC. Donc c'est pas du tout c'est orienté performance, quoi. Voilà. C'est vraiment une moto de balade. Moto balade avec 2 cartos qui d'ailleurs, alors, je n'ai pas pu l'essayer personnellement, mais des retours que j'ai pu en avoir, on a 2 cartographies qui sont anecdotiques. Il y a une mode éco et un mode sport qui ne change pas grand chose on va dire, au comportement général de la moto qui se veut coupleuse et à vocation à enrouler sur les kilomètres, et ça c'est ce que j'ai connu avec la XJR, la 1300, que j'ai pu m'offrir parce que ça restait une moto abordable et fiable, avec un coût d'entretien dérisoire, et là je pense qu'ils sont vraiment dans cette optique là, dire bon, Triumph c'est bien, certes on a un niveau de finition qui est un peu plus au-dessus côté Triumph, pardon. Là on est sur des matériaux qui sont de bonne facture, avec une finition de bonne facture, mais c'est homogène, c'est pas non plus... Ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas de la moto d'exception, voilà. Mais pour la clientèle du quinca qui la laisse dans son garage et qui la sort l'été 4 ou 5 fois dans la saison, franchement ça fait le taf. Et puis elle fait pas toc. Concrètement, il n'y a pas une pièce qui fait toc, c'est un bon rapport qualité-prix, là, 10 000 € pour une 1200 neuve. Sur le marché néoclassique, c'est cohérent. Alors ce constructeur-là, on est encore sur du sino-européen, hein, on tient à le souligner, c'est pas une proposition purement chinoise. Donc les influences, vous savez d'où elles viennent, hein, ils ont compris que ce marché-là, ils n'allaient pas le satisfaire avec des codes purement chinois, quoi. Ouais. Bon voilà, du coup c'est un petit panorama des modèles qui nous interpellent sur les propositions de ces nouveaux constructeurs chinois. On espère que ça vous a un petit peu éclairé sur
cette vague en fait qui s'annonce et qui va, je pense, un peu transformer la dynamique du marché dans les années qui viennent. Encore une fois, on n'est pas là en train de se faire les avocats de ces motos-là. Elles ont leurs défauts. Mais aujourd'hui, voilà, on estime en tout cas, que ce soit Ludo ou moi, que on arrive à l'étape de bascule où les aspects positifs compensent très largement les aspects négatifs, et même des aspects négatifs qui ont tendance à se réduire du coup avec les progrès que font ces motos-là. Donc voilà, il va falloir clairement compter sur ces constructeurs-là demain. Et on refera un sujet sur les premiers retours fiabilité, parce que oui, effectivement, on n'a pas encore les reculs nécessaires. Il faudrait même au-delà d'un an, même un an déjà, c'est pas suffisant pour avoir des chiffres, des vrais chiffres sur des retours. Mais comme tu disais, le rapport qualité-prix-prestation, il est déjà là, point, fin de l'histoire. Les constructeurs traditionnels, ils ont déjà la mâchoire qui tombe. Et c'est ce qu'on voulait souligner, et on verra pour la suite. Bon, en tout cas, on continuera, nous, évidemment, à regarder ça de près. Peut-être aussi surveiller la réaction des constructeurs généralistes. On parlait tout à l'heure de Honda, qui arrive avec notamment sa Hornet, qui est très bien placée sur la gamme Roadster, donc qui est une proposition en phase, en tout cas en termes de design, avec ce qui a été fait par le passé. Donc il n'y a rien de transcendant non plus, mais par contre, c'est le moteur. Le moteur, l'équipement, c'est placé en prix. Donc voilà, peut-être qu'aussi les constructeurs historiques, que ce soit les Japonais ou les Européens, vont se réveiller. Et puis il y a peut-être aussi un aspect qu'il faudra surveiller, c'est que le succès grandissant des motos chinoises va faire que nécessairement les prix vont monter aussi, parce que là ils sont dans une politique tarifaire assez agressive, parce qu'il faut qu'ils fassent le marché. Demain, si on les compte parmi les tops des ventes dans nos contrées européennes, peut-être aussi qu'il y aura inflation chez ces gens-là, et que du coup ça amènera à se reposer la question sur la réelle proposition de valeur. Mais bon, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on surveillera. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Pour tous les sceptiques, n'oubliez pas, sur le marché de l'automobile, on disait la même chose il y a 20 ans avec les Coréens, tout ce qui était Hyundai et Kia, et qui aujourd'hui se place à des niveaux de prix qui n'étaient pas du tout ce que c'était à l'époque, mais aussi un niveau de finition et d'équipement qui a forcément intégré le paysage comme des constructeurs à part entière. Et n'oubliez pas ce qu'on disait sur les Japonais en sortie de Deuxième Guerre mondiale, donc le marché après-guerre. Oui, les Japonais ils copient, ils font de la merde, etc. Mais résultat. Voilà, à méditer. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. On espère vous revoir dans les suivants. Donc, l'objectif là, c'est de sortir un nouvel épisode toutes les 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, qui est disponible du coup sur toutes les plateformes, en version vidéo sur YouTube, et puis après sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Vous retrouvez ça partout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau sujet, puis une nouvelle émission. Et d'ici là, on vous dit bonne route. Salut.